3, 2, 1. Here we go! Mesdames, Messieurs, bonjour ou rebonjour. Évidemment, vous qui êtes là, étiez déjà là tout à l'heure et ce matin. Non. Donc, je me présente, Frédéric Denré, journaliste, en particulier magazine Marianne, sur toute question relative à l'environnement. France 5 également, habitué de ces débats sur l'eau avec Cyclo notamment. J'étais à Cyclo Montpellier et à Cyclo Salanches avant. On va aborder le sujet qui n'est pas forcément le plus générateur d'optimisme, le sujet de la qualité de l'eau. Alors comme je disais à un de mes intervenants tout à l'heure, il se trouve que j'ai fait mon mémoire de fin d'études en 92 comme élève ingénieur écologue à l'agence de l'eau Artois-Picardie. Et je travaillais à l'époque sur les métaux lourds et les phosphates dans les canaux du bassin Artois-Picardie. Et à l'époque, le constat était assez consternant. La pollution était visible et était parfois totale au point qu'il n'y avait plus un seul organisme vivant dans quelques rivières de ce que l'on appelait encore et que l'on devrait toujours appeler le Nord-Pas-de-Calais. Manifestement, il y a eu quelques changements. C'est une pollution que l'on ne voit pas, que l'on ne voit plus, mais il semblerait qu'elle ait été remplacée par des agents dormants, invisibles, qui, au gré de quelques enquêtes, et parfois de quelques enquêtes de mes confrères du Monde, par exemple, surgissent ou ressurgissent. Je vous rappelle que tout est filmé, comme vous l'avez vu, et diffusé sur YouTube. Donc si vous ne voulez pas être filmé, il faut que vous échappiez tout de suite. Mais voilà, on va démarrer tout de suite. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir Nicolas Hilbert, Cindy Roller, Pierre Labadie, Denis Minot, Sabine Lapouge et Clémence Durostu. Ce qui veut dire, Mesdames, Messieurs, que vous les applaudissez. Merci pour elles, merci pour eux. Nicolas Hilbert, vous êtes un habitué, vous étiez déjà là ce matin, mais je vous présente à nouveau. Vous êtes directeur territorial à l'agence de l'eau à Dour-Garonne. Cindy Roller, vous êtes animatrice du programme régional Ressources pour la région Nouvelle-Aquitaine. Pierre Labadie, c'est marrant, vous êtes spontanément mis dans l'ordre de mes fiches. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une communication entre nous que l'on ne ressent pas. Pierre Labadie, vous êtes directeur de recherche à l'Université de Bordeaux, laboratoire EPOC. Denis Minot, vous êtes directeur général des services de O17. O17 est présent sur tous les débats, j'ai l'impression. O17 est là. Sabine Lapouge, de la société COP ou COPé. Alors COP, c'est bien. Vous êtes membre du groupe de travail de l'association ASTE, je vous demanderai de la présenter tout à l'heure, sur les PGSSE. Je vous laisserai dérouler ce qui se cache derrière cet acronyme. Et Clémence Durostu, vous êtes avocate chez Seban Avocats, un cabinet qui publie beaucoup sur les réseaux, sur son blog et sur son infolette. C'est une source d'information, mesdames, messieurs, pour les journalistes qui veulent faire semblant de connaître les sujets en sortant 2-3 analyses d'articles réglementaires. On va piquer chez Seban ou chez Arnaud Gossement, un concurrent à vous, voilà, bon, qui se trouve être un ami. Comme ça, c'est dit. On va commencer par vous, Nicolas Hilbert. Si je vous dis, faites-nous rêver avec la qualité de l'eau, est-ce que ça vous semble approprié ? Non, pas du tout. Ça fait partie, on a quelques. Les grands défis sur l'eau, on en a parlé déjà sur d'autres tables rondes. On va voir la question de la quantité et de la ressource en lien avec le changement climatique. On va voir les sujets de financement, de gouvernance, les sujets de restauration des milieux aquatiques et la question de la qualité. Quand on va parler de qualité, on ne va quand même pas éluder la question de la quantité, puisque quand on a moins de quantité, ça concentre les polluants et donc on a un impact sur la qualité. Donc le changement climatique aura un impact sur la qualité. Il aura un impact sur la qualité de l'eau, aussi bien sur la concentration des polluants que sur l'oxygène dissous, puisque l'augmentation de température de l'eau fait qu'on aura moins d'oxygène dissous dans la rivière et
jusqu'à preuve du contraire, les poissons ont besoin de respirer quand même, donc un impact sur la biodiversité. Tout ça pour dire que tout est lié quand même. On ne peut pas cloisonner, se dire on va travailler que sur la qualité et s'extraire de tout le reste. Sur les enjeux de qualité, alors on va y revenir, balayer rapidement, on va dire tout ce qu'on peut trouver, qu'on peut trouver dans l'eau. Tout ce qui est connu aujourd'hui, dont on parle beaucoup, c'est tout ce qui est nitrates, pesticides. Donc effectivement, tout ce qui sort des champs des agriculteurs, hein, avec notamment des molécules qui peuvent être très rémanentes, avec des molécules qui sont interdites depuis, comme l'atrazine depuis 2003. Rémanentes, c'est-à-dire qui vont rester dans le milieu naturel pendant longtemps et ne se dégraderont pas ou très lentement. Donc l'atrazine qui est interdite depuis 2003, mais qu'on rencontre encore très fréquemment, et on a des collègues qui en parleront, dans des captages, dans des forages d'eau profonde où on a de nappes phréatiques où on a encore cette molécule. Après, on va avoir alors, ce qu'on appelle les micropolluants, c'est-à-dire des polluants qui sont à l'état de traces et de quantité très très faible dans l'eau. Donc on va avoir tout ce qui est résidus médicamenteux et là on est tous responsables. On passe tous aux toilettes et donc de l'ibuprofène, des traitements anticancéreux, des hormones, tout ça se retrouve à un moment ou à un autre dans l'eau. Donc il n'y a pas que les agriculteurs qui émettent de la pollution, il y a nous autres. Il y a nous autres. Il y a, quand on prend notre voiture, tous les dérivés d'hydrocarbures, on va avoir des microplastiques, on va avoir des microplastiques de pneus qui vont partir quand il y a des pluies dans la rivière. Et puis on a quelques sujets qui sont aujourd'hui très émergents, en tout cas dans la presse, vous en avez parlé. Depuis 2 ans, on parle beaucoup des PFAS, qui sont effectivement des molécules, mais je pense qu'on reviendra sur le sujet, qu'on ne prenait pas en compte jusqu'à présent. Parce qu'on ne les cherchait pas. Voilà. Pourquoi on ne le cherchait pas? On n'avait pas envie de le chercher, on ne savait pas le chercher. Je ne suis pas un spécialiste, mais souvent, soit c'est des molécules qu'on n'avait pas l'habitude de chercher, soit c'est des molécules sur lesquelles on n'avait pas des procédés analytiques qui permettaient d'aller les chercher, soit par le procédé, soit par le niveau de trace qui ne permettait pas, avec les analyses, de descendre à ce niveau de précision. Aujourd'hui, on le peut et donc ça permet d'aller chercher plus de molécules et des molécules qui n'étaient finalement pas détectées avant. Quel est l'état globalement? Dressez-nous un état, une image du bassin à Dour-Garonne et peut-être de la région Nouvelle-Aquitaine en matière de qualité d'eau. Quels sont les enjeux, les objectifs à atteindre, les problématiques? Alors le gros enjeu je vais me concentrer sur le bassin à Dour-Garonne. Une des priorités de la politique de l'Agence de l'eau, c'est de travailler sur les captages d'eau potable. On a un certain nombre de captages d'eau potable qui sont très fortement dégradés, qui continuent à se dégrader. Je disais ce matin, on a en France, depuis 40 ans, on a 12 000 captages d'eau potable qui ont été abandonnés, soit parce qu'ils étaient difficiles à protéger, soit pour un tiers d'eux, pour cause de pollution trop importante en pesticides ou en nitrates. 12 000 sur combien en tout? Sur la France, aucune idée. Je vais vous donner les chiffres sur le bassin à Dour-Garonne. Cette tendance continue puisque à Dour-Garonne, en 2021, on avait 5400 captages d'eau potable et en 4 ans, on en a perdu 145. D'accord. Ce qui reste peu, mais... Alors, mais ça dépend où c'est. Ça peut être des captages qui posent problème à certains endroits. Sur Nouvelle-Aquitaine, sur l'ensemble des captages, on en a à peu près 240 qui sont considérés comme des captages dégradés ou sensibles et sur lesquels on doit absolument mettre en place des programmes d'action pour réduire, au moins maintenir le niveau de pollution, mais l'objectif c'est bien de le réduire pour pouvoir pérenniser ces captages. Parce qu'on sait que sur certains territoires et notamment sur l'ex-Poitou-Charentes, si on fermait un captage, on n'a pas de solution alternative pour pouvoir le remplacer parce que soit la rivière, soit la nappe à côté est dans le même état de qualité et donc on ne règle pas le problème. Donc en Nouvelle-Aquitaine, c'est ça l'enjeu sur les captages sensibles, ce qui ne veut pas dire qu'on n'ait pas des pollutions plus ou moins élevées à certains endroits. Alors, principalement, bien évidemment, sur les zones agricoles. C'est sûr que quand on regarde la qualité de l'eau qu'on peut avoir en Corrèze ou dans le Cantal, on a peu de pesticides. Par contre, on va avoir des pollutions organiques et des pollutions liées à l'élevage, par exemple. Voilà. Donc on a aussi tout ce sujet de pollution liée à des rejets, soit de stations d'eau potable, soit d'assainissement non collectif sur les rivières. Alors,
vous m'avez demandé de vous faire rêver. Donc, il y a une ressource en Nouvelle-Aquitaine qui est nickel, que tous les Bordelais boivent tous les jours. C'est l'eau des nappes profondes. Les nappes profondes, ce sont des nappes qui sont à 300-400 mètres sous terre. C'est de l'eau qui est tombée sur la France quand on avait des gars qui étaient en train de faire des dessins dans la grotte de Lascaux. Donc c'est de l'eau qui a 20 000 ans et qui du coup, il y a 20 000 ans, il n'y avait pas de pesticides, il n'y avait pas de médicaments, ils n'étaient pas embêtés avec la qualité de l'eau. Ce qui fait qu'on a une eau de très très bonne qualité qu'on ne traite quasiment pas, à part un petit peu de chlore. Vous avez peut-être pissé dedans, non? Non, là, ça ne s'infiltre pas. Même si vous urinez sur le terrain, ça n'arrivera pas jusqu'à la nappe, donc vous pouvez vous lâcher. Donc voilà, donc on a quand même, heureusement, et c'est la spécificité de Nouvelle-Aquitaine, on a un certain nombre de nappes profondes qui là sont une vraie richesse pour les générations futures, ce qui veut dire qu'on a une responsabilité en tant que gestionnaire de l'eau de conserver le plus possible ces nappes, d'éviter de trop les solliciter pour pouvoir les garder pour plus tard, parce que ça sera peut-être une garantie pour dans quelques années quand le changement climatique se fera très sentir sur le territoire et qu'on aura moins d'accès sur l'eau de surface. Monsieur Labadie, vous travaillez sur le sujet qui fait parler en ce moment, les PFAS, les perfluorocarbones, qui sont, si je me souviens en fac, on me parlait des polluants organiques persistants, atrazine, lindane, PCB, etc., qui ont été en partie interdits en 2001, la Convention de Stockholm. On les appelait les 12 salopards, et vous travaillez sur combien ils sont, 5 000 à 10 000 salopards en plus? Personne ne sait en fait. Personne ne sait combien on peut juste donner des ordres de grandeur. Ouais. Déjà c'est difficile de borner en fait le périmètre de la famille. Il y a plusieurs définitions qui ont été proposées depuis une dizaine d'années. Et si on prend la dernière qui a été proposée par l'OCDE, on ne sait pas exactement combien de composés répondent à la définition. On estime qu'il y a au moins 15 000 composés. 15 000 15 000, sans compter les produits de transformation possibles issus de procédés anthropiques, mis en œuvre par l'homme ou naturels. D'accord, 15 000, ok, c'est beaucoup. Pourquoi ils sont rémanents? Pourquoi ils perdurent aussi longtemps, comme l'atrazine, le PCB, le DDT, dans l'environnement? Alors les PFAS, c'est un cas particulier de polluants persistants. Donc tous ne sont pas officiellement classés polluants organiques persistants dans la Convention de Stockholm. Je crois qu'il n'y en a que 3 ou 4, je vais peut-être dire des bêtises, mais je pense que c'est l'ordre de grandeur, oui. Parce qu'on n'a pas encore suffisamment d'éléments pour le faire. Il y a des composés qui sont en cours d'évaluation. Le cas particulier des PFAS, c'est leur extrême stabilité, qui est liée à la stabilité de la liaison carbone-fluor. Et quand on produit des PFAS, on produit généralement des molécules qui comportent beaucoup de liaisons carbone-fluor, très stables. Et la multiplication des liaisons carbone-fluor, ça stabilise les liaisons carbone-carbone dans la molécule. Donc ça rend des molécules extrêmement stables d'un point de vue thermique ou chimique. Ce qui motive en fait plutôt leur utilisation dans un contexte industriel. Effectivement, elles résistent à tout, donc il n'était pas illogique qu'on les fabrique. Leur histoire est ancienne. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont... je posais la question autrement. Ces molécules sont problématiques parce qu'elles sont toutes toxiques? Alors, la toxicité des PFAS n'est pas renseignée pour l'ensemble des composés, parce qu'on est même incapable de définir molécule par molécule, de quantifier les composés qui composent cette famille. Par contre, ce qu'on sait, c'est que pour, on va dire, une dizaine de composés, on a des effets toxiques qui commencent à être bien renseignés. Par exemple, si on prend le PFOA, qui est un composé emblématique de la famille, il a été classé cancérogène fin 2023. Et puis le PFOS, qui est un autre composé emblématique de la famille, cancérigène suspecté, je crois que c'est le terme. Bon, ça, c'est juste un exemple de type de toxicité. Donc ça, c'est vrai que c'est un argument, notamment issu de l'industrie, de dire mais on ne connaît pas la toxicité de l'EPIFAS, de tous les PFAS, on ne peut pas tous les interdire. Et bien en même temps, prétendre caractériser individuellement la toxicité des PFAS, c'est complètement illusoire. On en aurait pour des générations et des générations. Est-ce qu'on peut se permettre ça ? Je crois qu'il y a un consensus dans la communauté scientifique pour dire qu'on ne peut pas se permettre ça. Il y a des études qui cherchent à chiffrer le coût de l'inaction et qui montrent que les coûts sont colossaux. Voilà, on a une connaissance partielle, pardon, c'est une réponse un peu longue, mais on a une connaissance partielle de la toxicité de ces composés, mais suffisante pour essayer d'agir. Vous parlez des coûts de l'inaction, sans même parler des coûts de la dépollution. Ça a un coût de réduire les PFAS. Madame Durostu, et la loi anti-PFAS, elle a au moins un avantage, c'est justement de ne pas cibler certaines molécules qui pourraient être changées avec 2-3 atomes par les industriels, mais elle cible des usages. Voilà, on sait que
il y a une toxicité, on la suspecte, on l'étend à l'ensemble d'une famille de molécules et on interdit cette famille de par les usages qu'on en a. C'est une avancée, c'est un changement réglementaire? Alors oui, c'est un changement réglementaire parce que jusqu'à maintenant, en tout cas quand on appréhende les PFAS au regard de la pollution de l'eau, c'était c'était plusieurs familles de PFAS qu'on identifiait et c'est la somme de ces PFAS qui provoquait un seuil qu'il ne fallait pas dépasser dans la pollution de l'eau. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas cette notion d'usage. Avec la loi PFAS de février 2025, c'est les PFAS et c'est des produits tels que les cosmétiques ou les produits pharmaceutiques qui se retrouvent dans lesquels on retrouve des PFAS qui sont effectivement interdits à partir de 2026. Et en 2030, ça sera d'autres types d'usages et de produits tels que les textiles qui seront interdits. Typiquement le Gore-Tex, voilà. Voilà, exactement. Alors, ce n'est pas tous les textiles parce qu'il y a le problème des PFAS, c'est que ça se retrouve dans des produits qui sont nécessaires. Et notamment, on pense aux textiles de protection contre le feu que les pompiers utilisent ou que les militaires utilisent. Les mousses qu'ils utilisent contre certains feux qui sont les mousses, effectivement, voilà, qui sont une source de pollution dans les aéroports notamment. Exactement. Et donc ces sources de pollution, le problème c'est que ces sources de pollution qui sont à l'origine, l'origine c'est des produits qu'on utilise qui sont nécessaires. On pense aussi évidemment aux PFAS qu'on retrouve dans les poêles et dans les casseroles. Autant pour celles-là, on peut utiliser différents types de produits. Mais c'est vrai que notamment pour tout ce qui est vêtements de protection, etc., on n'a pas tellement d'autres choix que de les utiliser. Donc tous les textiles qui présentent des PFAS ne seront pas interdits. En revanche, la loi prévoit que dans certains textiles seront interdits à partir de 2030. Donc c'est une avancée parce que c'est la première fois au niveau des PFAS qu'on a une réglementation qui interdit à l'origine. Parce que c'est justement toute la problématique de ces PFAS, c'est qu'en fait, ils sont partout parce que l'origine de l'utilisation est partout dans tous les types de produits. Avec la loi PFAS, on commence à avoir cette approche d'éviter la pollution à l'origine pour ne pas la retrouver dans l'eau par la suite. Ben voilà, vous nous avez fait rêver là. Alors je suis contente parce que c'est rarement ce qu'on me dit quand je parle de réglementation en matière de pollution de l'eau, mais si vous me le dites, je prends, oui. Mais je vais vous faire retomber sur vos pieds tout de suite. Comment est la France d'un point de vue réglementaire, au point de vue du droit, y compris du droit européen, comment est la France par rapport à la situation de la pollution de l'eau? On est en retard, on est en avance, on risque d'avoir des amendes, on a déjà eu? Alors, on a eu des amendes, on a eu des condamnations par la Cour européenne de justice, c'est ça? Par la CJCE, effectivement, et par les juridictions internes aussi. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, au-delà des PFAS, on a des obligations et une directive, la directive 4 sur l'eau, qui impose des objectifs en matière de qualité de l'eau et de ressources en eau. Pendant un certain temps, la France n'a pas transposé la directive, n'a pas pris les mesures suffisantes pour permettre d'arriver à ces objectifs-là. Ces objectifs-là doivent être atteints en 2027. La deadline est à 2027 et il n'y a pas moyen aujourd'hui de revenir dessus. Donc on a des cas où effectivement donc la CJCE a considéré que la France n'avait pas transposé suffisamment rapidement. Là, on s'est quand même pas mal mis en ordre de marche, notamment la directive sur l'eau potable a été transposée dans le Code de la santé publique pour prendre en compte de manière un peu plus particulière cette pollution de l'eau. Mais c'est vrai qu'on a encore d'autres directives qu'il faudra transposer. Je pense notamment à la directive sur les eaux usées. La DRU 2, on y viendra plus tard, mais allez-y. Exactement, qui nécessite qu'on continue justement à transposer et à prendre les mesures, tant au niveau du grand cycle que du petit cycle, pour assurer la qualité de l'eau sur le plan national. Voilà, donc de toute façon, 2027, on va se prendre une prune.
Alors 2027, on n'est pas du tout effectivement dans les objectifs de la DCE, mais j'ai envie de dire un peu comme tous nos voisins européens, là-dessus on n'est ni mieux ni pire que les voisins. La particularité là de la France, c'est surtout là récemment qu'il y a une disposition qui a été intégrée dans le CGCT. Le CGCT, c'est le Code général des collectivités territoriales. C'est une disposition qui prévoit que l'État peut se retourner contre les personnes qui n'auraient pas pris les mesures nécessaires, notamment en matière d'eau, pour pour justement atteindre ces objectifs de la DCE et faire participer financièrement. Et donc, c'est évidemment les collectivités qui sont visées ici, en particulier, pour participer financièrement justement à l'amende que l'État va forcément se voir imposer, parce que l'État a considéré qu'au final, il n'était pas le seul responsable dans le fait de ne pas avoir atteint ses objectifs, mais aussi que les collectivités avaient leur part de responsabilité, parce qu'elles n'avaient pas pris les mesures suffisantes au regard des compétences que chacune avait, pour permettre justement d'atteindre ces objectifs. Donc là, c'est un peu l'épée Damoclès sur les collectivités à partir de 2027. Bon, il y a d'abord l'action en responsabilité qui doit être faite au niveau européen, donc on n'aura pas une amende le 1er janvier 2027, mais c'est effectivement ce qui peut se passer dans les années à venir vis-à-vis des collectivités qui ont un rôle à jouer au niveau de la qualité de l'eau. Bon, ça vous fait peur, ça, Monsieur Minot? Vous avez peur d'une amende si vous ne faites pas bien les choses? Non. Non, pas ce soir, là, non. Ce soir, vous n'avez pas peur? Non, mais j'ai peur d'autre chose, mais pour l'instant, pas de l'amende. J'ai encore d'autres préoccupations avant. D'accord. Dans les Charentes-Maritimes, donc vous représentez Eau-17, la situation n'a pas l'air folichonne en matière de qualité de l'eau. Non, comme l'a évoqué Nicolas tout à l'heure, dans l'ex-Poitou-Charentes, la situation des ressources en eau est assez compliquée. Il y a eu 400 captages qui ont été fermés en Poitou-Charentes. Oui, presque 200 en Charente-Maritime depuis les années 70. Donc là, en quelques mots, pour Eau-17, c'est 40 millions de mètres cubes d'eau prélevés, un tiers d'eau de surface, 2 tiers d'eau souterraine. Et 500 000 habitants alimentés l'hiver, plus du double en été, 60 champs captants. Donc là, aujourd'hui, on est dans une situation d'alimentation en eau et avec l'étude prospective qui a été abordée ce matin, où on ne peut plus se permettre de perdre la moindre ressource en eau, eau de surface ou eau souterraine, évidemment, parce qu'on est déjà un peu sur le fond de tiroir des ressources disponibles dans le département. Ça ne vous fait pas peur, donc? Ça m'inquiète beaucoup. Ouais. Et pour agir, donc, là, pour le coup, c'est essentiellement avec le monde agricole? Oui, alors à ce stade, on n'a pas encore, faut être tout à fait honnête, je pense que la problématique PFAS, elle est devant nous, parce qu'on ne l'a pas encore profondément examinée. Enfin, on peut pas aujourd'hui, à partir des quelques résultats qu'on a, tirer des conséquences, donc je serais très prudent. Sur la problématique agricole, on est très concerné, puisqu'on est dans un département à la fois de grande culture d'exportation, céréales, maïs, etc. Et puis d'exportation de viticole avec le cognac. Donc on cumule un peu des productions agricoles qui sont très utilisatrices de produits phyto et d'engrais. Donc on a à la fois les problématiques nitrates à traiter et les problématiques phyto. Bon, et en plus, comme on l'a dit ce matin, c'est des cultures qu'on exporte, donc c'est de l'eau qu'on exporte d'une certaine façon, alors qu'on en a peu. Madame Roller, le programme Ressources à l'échelle de la région vise à aider à améliorer les points de captage, c'est ça? Effectivement, du coup, il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Nicolas et par Denis Minot. On est dans une situation en Nouvelle-Aquitaine où, effectivement, c'est 400 captages qui ont été fermés, donc exclusivement en Poitou-Charentes entre les années 70 et les années 2000. On est vraiment dans une situation qui n'est pas seulement propre à la Charente-Maritime en termes de disponibilité de la ressource. Du coup, ce qui avait été initié à l'époque, même par donc là on est au milieu des années 2000, par notamment l'État et la préfecture de Poitou-Charentes, c'était de concerter avec les 2 agences de l'eau qui sont concernées, donc qui sont Adour-Garonne, Loire-Bretagne, la région Poitou-Charentes à l'époque et les collectivités, la mise en place d'un programme. Et c'est vrai que quand on parle de la responsabilité
des collectivités par rapport à la protection de la ressource en eau. Aujourd'hui, au sein de Ressources, les structures qui portent les contrats et les programmes d'action à destination des animateurs, ce sont les collectivités eau potable qui sont à la manœuvre. Et du coup, le programme Ressources au niveau régional, c'est vraiment un dispositif multipartenarial où on cherche à rassembler l'ensemble des acteurs pour accompagner au mieux la mise en place de ces programmes et accompagner au mieux leur construction avec la diversité des acteurs qui sont concernés. Donc là, nous, on est sur des captages qui avaient été classés prioritaires, donc quand même principalement sur des pollutions nitrates, pesticides. Pour l'instant, tout ce qui est les questions effectivement PFAS, on est sur du suivi. On verra, on va dire, en avançant ce que ça veut dire pour les captages qui sont concernés. Et on continue à accompagner en tout cas ces démarches-là. Ouais. Vous accompagnez comment? Donc c'est par exemple auprès du monde agricole, vous les aidez financièrement, c'est l'accompagnement technique, c'est du montage de dossiers, c'est quoi? Alors du coup au niveau régional, il y a un accompagnement à la mise en place de ces programmes auprès des collectivités pour qu'elles aient la méthodologie, qu'elles les pousser aussi pour certaines à prendre en main cette problématique-là, donc d'embaucher des gens compétents pour pouvoir les porter. Et après, ça veut dire aussi mettre en place un accompagnement financier et technique, effectivement, pour mettre des actions principalement avec les partenaires agricoles et auprès des agriculteurs pour qu'ils soient en capacité de modifier leurs pratiques. Donc on va aller sur de l'accompagnement au changement de pratique, vraiment travailler des questions d'agronomie derrière pour limiter l'utilisation des intrants, d'aller proposer aussi du développement de filières qui seraient compatibles avec la ressource en eau. C'est-à-dire, par exemple? Par exemple, alors pas forcément dans l'ordre, mais il y a beaucoup d'actions aussi qui sont portées notamment par Odysseus autour du miscanthus. On a aussi des actions autour du chanvre, le soutien aussi à l'élevage, parce que derrière, ça veut dire des prairies sur ces surfaces-là, qui ont du coup un fort rôle de dilution en termes de pollution. C'est vraiment ce type de filière que les collectivités accompagnent. Là, vous faites plaisir à votre voisin qui est un défenseur de la prairie. Madame Lapouge, l'association ASTE, qui est-elle? Alors, l'ASTE, c'est l'association scientifique technique de l'eau et de l'environnement. Donc, en fait, au sein de cette association, il y a plusieurs groupes de travail, plusieurs thématiques qui sont abordées. Dans mon cas, je fais partie du groupe de travail sur les plans de gestion de sécurité sanitaire de l'eau, qui découle directement donc de notre belle directive eau potable de 2020. Qui nous dit beaucoup de choses. Et donc, à l'intérieur de ce groupe, en fait, on a découpé. Donc, il y a le groupe de travail sur les PGSSE, donc plan de gestion de sécurité sanitaire de l'eau. Et aujourd'hui, on en est aussi à faire un focus sur les groupes de travail captage, PGSSE captage, pour essayer d'orienter et d'intégrer justement toutes les actions d'un programme ressources, d'essayer d'accompagner au mieux aussi les acteurs et les collectivités sur l'identification des dangers possibles et des mesures à mettre en œuvre pour gérer en fait au mieux et intégrer au mieux les problématiques sur les captages. Donc vous aidez les collectivités à monter, à constituer ces plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau, PGSSE. C'est un document de plus, ça sert à quoi? Alors il faut le voir plutôt comme la feuille de route d'un service d'eau potable. Moi je préfère parler comme ça, puisqu'en fait l'idée c'est d'intégrer l'ensemble des dangers potentiels en fait, qui pourraient venir dégrader soit la qualité de l'eau ou altérer la quantité disponible. Donc on est plein de toutes les problématiques des PRPDE, hein, les collectivités ou les personnes responsables de la production ou distribution d'eau potable, qui sont en fait maîtres d'ouvrage de la démarche. Donc l'idée c'est bien d'arriver à avoir une vision globale d'un système d'eau potable de chaque périmètre et y intégrer tous les dangers. Donc dans la notion de ressources, c'est de regarder les dangers possibles, donc tous les paramètres qui pourraient se retrouver dans la ressource, les origines, qu'elles soient agricoles ou autres, et déployer les actions qui vont permettre de maîtriser ces dangers-là pour éviter que ça se retrouve au final dans l'eau destinée à la consommation humaine. Donc l'idée, c'est d'intégrer les acteurs qui portent les programmes ressources, pour pouvoir arriver à intégrer dans toute cette démarche PGSSE l'ensemble des données et des actions qui sont menées. Donc c'est là pour donner les moyens ou dire aux élus, aux distributeurs, aux organisateurs de l'eau, je ne trouve plus le terme, PRPDE, c'est ça, quoi faire en cas de problème, c'est ça? Alors, en fait, l'idée, c'est vraiment de regarder tous les dangers possibles. Parce que quand on regarde ce qui pourrait arriver, que ce soit de l'intrusion, de la malveillance, des pollutions, on met en face des actions qui pourraient nous aider à maîtriser ça. Et donc, on prévoit
d'être plus réactif au final. L'idée, c'est d'être plus réactif pour essayer de moins subir et de pouvoir isoler, de contenir, que ça n'arrive pas en fait au final au consommateur ou dans le traitement ou voilà, dans un stockage. C'est quoi? C'est comme un PCS, un plan communal de sauvegarde? C'est la même chose? Oui et non. Ça y ressemble, on dirait. Hein. En fait, le PCS va avoir beaucoup plus, le plan communal de sauvegarde va avoir d'autres sujets à l'intérieur que plutôt que l'eau potable. Il n'y aura pas que l'eau potable. Là, on est vraiment sur l'eau destinée à la consommation humaine. Donc en fait, on va avoir aussi la notion de gestion de crise, de qu'est-ce qu'on fait si vraiment c'est catastrophique, si vraiment il y a une grosse pollution, si vraiment on perd la ressource. Voilà. Donc ça, c'est des thématiques que l'on va aborder dans le PGSSE, mais on regarde aussi le fonctionnement normal en fait, d'un système d'eau potable. Donc vous poussez chaque collectivité à faire un PGSSE? En fait, ce n'est pas les pousser, ils ont l'obligation de le faire, puisque 2027, c'est la date à retenir. Hein. Donc 12 juillet 2027, c'est le déploiement des PGSSE sur les captages. Je et savais la pas que c'était deuxième obligatoire. partie, directive eau potable, c'est un des axes de la directive. Donc, dans les autres paramètres, dans les 5 axes de la directive, on a les paramètres, dont les PFAS, des paramètres qui reviennent dans les arrêtés pour connaître en fait les limites de qualité, les références de qualité que l'on doit respecter. Il y a un volet sur l'accès à l'eau pour tous dans cette directive aussi. Il y a aussi un volet sur les matériaux au contact avec l'eau, sur l'amélioration de l'information sur la qualité de l'eau par rapport aux consommateurs et ce fameux déploiement des PGSSE qui sont obligatoires pour toutes les PRFDE. Alors, il y a des petites exceptions par rapport à des volumes, mais c'est vraiment à la marge. Donc 2027, 12 juillet, PGSSE sur les captages et 12 janvier 2029, c'est le reste du système d'eau potable. Et Madame Durostu, une commune, une collectivité qui ne l'aurait pas fait, elle risque quoi? Je ne crois pas qu'il y ait de sanctions qui soient prévues en l'absence de... Je n'ai pas de sanctions à l'esprit. C'est un peu le problème quand on met en place des obligations sans sanctions en face, c'est qu'au final, les collectivités se sentent plus ou moins concernés. Mais s'il n'y a pas tellement de sanctions prévues, en tout cas que j'ai à l'esprit là aujourd'hui, ça n'empêche que ça peut être quand même source de responsabilité. Vous faisiez justement le parallèle avec le PCS. Typiquement, aujourd'hui, on a des jurisprudences qui engagent les responsabilités de communes parce qu'il y a des inondations qui sont intervenues et la responsabilité communale est retenue justement parce qu'il n'y avait pas de PCS. Ça fait partie des éléments que le juge regarde en cas de dommage pour déterminer s'il retient ou pas la responsabilité de la collectivité. Donc il y a tout à parier que si le fournisseur d'eau n'a pas rempli cette obligation, ça peut déjà être source de responsabilité si derrière le dommage est mal géré et qu'il y a une action en responsabilité qui est engagée. Et le dommage, il est qualifié comment? C'est quand il est apparent ou c'est au-delà d'un seuil de pollution sur certaines molécules, par exemple? Alors le dommage, ça peut être à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il peut y avoir déjà un non-respect d'une obligation, par exemple lorsque les ARS font les contrôles ou lorsque le fournisseur d'eau fait sa propre surveillance. Là, il n'y a pas tellement de dommages qui soient identifiés, mais en tout cas, il y a le non-respect d'une obligation qui est susceptible d'engager une responsabilité. Et ensuite, le dommage en tant que tel, c'est le fait pour des consommateurs d'avoir eu un accès à de l'eau qui n'était pas propre à la consommation. Et donc d'avoir eu, on a eu le cas par exemple de tout un centre d'entraînement de sportifs qui avait été contaminé parce que les réseaux d'eau n'avaient pas été bien séparés. Et donc des intoxications alimentaires et des gros problèmes, notamment pour les sportifs qui se préparaient pour les JO, qui n'avaient pas pu faire les épreuves de qualification pour les JO, parce qu'ils avaient bu de l'eau impropre à la consommation, qu'ils avaient été malades derrière. Donc là, c'est typiquement un dommage qui engage une responsabilité du fournisseur d'eau.
Monsieur Minot, vous êtes à jour sur les PGSSE, sur le territoire que vous couvrez? On a commencé. D'ailleurs, Madame Lapouche nous a bien aidés. On a un gros périmètre, donc il faut qu'on industrialise un peu nos PGSSE. C'est compliqué à mettre en œuvre? C'est quand même un gros travail d'analyse de risque. C'est pour ça que c'est un peu différent d'un PC. Le premier travail, c'est l'analyse de risque de la goutte d'eau prélevée dans le milieu jusqu'au robinet du consommateur. Donc il y a beaucoup de sujets à traiter. On l'a dit, c'est un peu échelonné dans le temps, mais c'est quand même, 2027 c'est demain et 2029 presque aussi, hein. Donc ça fait quand même beaucoup de travail. Donc on travaille nous, sur ces aspects-là, mais plus sur la partie exploitation du service, notamment. Là, on a par exemple travaillé sur toutes les intrusions dans tous nos réservoirs. Par exemple, sur les sécurités d'accès, sur des choses comme ça qui sont très importantes. Et demain, on va avoir aussi à traiter un peu en parallèle, mais c'est pas, on va avoir la directive Nice 2 sur la sécurité informatique qui va aussi nous impacter sur la sécurité de nos systèmes industriels et l'accès à nos systèmes industriels de production et de distribution d'eau potable. Monsieur Labadie, vous êtes consulté, vous, vous, chercheurs scientifiques, vous êtes consulté lors de l'élaboration de ce genre de documents. Vous participez à la réglementation de l'eau de près ou de loin, ou vous voyez ça de manière détachée, si j'ose dire, depuis votre laboratoire? Je peux répondre qu'en mon nom. À titre personnel, je ne sais pas si je suis détaché, mais je suis loin de ça. Je ne suis pas associé à ce type de démarche. Après, les connaissances qu'on peut générer peuvent contribuer peuvent contribuer à la priorisation, à la hiérarchisation, au choix de molécules prioritaires, à la définition de seuil. Mais ouais, c'est très en amont en fait. Il n'y a pas de lien direct. Il n'y a pas de lien direct entre le monde de la recherche qui produit le savoir et le monde des élus, des techniciens qui fabriquent la gestion au quotidien de l'eau. S'il existe, je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Ça paraît un peu étrange quand même. Après, on participe de façon active à des programmes de recherche qui sont très appliqués. Par exemple, à l'échelle de Bordeaux Métropole, on a eu des projets, on a été associés, on a piloté des projets liés par exemple à la réduction de pollution à la source, donc à la caractérisation de la présence des fluides polluants dans le réseau d'eau usée. Voilà, je ne sais pas si ça répond en partie à la question, mais ce n'est pas tout à fait ce dont on vient de parler. Vous avez levé la main? Ah non, pas du tout. Et justement, sur les PFAS, vous êtes un des spécialistes, un des grands spécialistes de la question. Vous avez été consulté, vous êtes intervenu, des politiques, des gestionnaires de l'eau sont venus vous voir. Oui. Alors les gestionnaires de l'eau ne sont pas venus me voir. En fait, j'ai eu la possibilité d'intervenir dans différents contextes, d'être auditionné dans différents cadres, à l'Assemblée, ailleurs. Donc là, c'est vrai que c'était une chance en fait de pouvoir sortir du laboratoire. On le fait souvent, mais c'est dans nos missions en fait de participer au débat public. Mais là, effectivement, pour la première fois, parce que en fait, je travaille sur les PFAS depuis 15 ans, et en fait, c'était pas un sujet. C'était un sujet qui était confiné à la sphère. Vous parliez dans le vide, et tout d'un coup, depuis 2 ans. Ouais, par exemple, on travaillait en Rhône-Alpes déjà, parce on a un point chaud, une source majeure de contamination au niveau national qui est au sud de Lyon. Donc on a eu l'occasion de travailler sur le bassin du Rhône avec des projets partiellement financés par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée, Corse, la région Rhône-Alpes, l'OFB qui s'appelait, je sais pas, peut-être Ronema à l'époque, je suis plus sûr. Et on a généré des connaissances. L'ANSES travaille aussi sur le sujet. Et en fait, ces connaissances se sont égarées. Je ne sais pas à quel moment, mais l'ADREAL, l'ARS ne se sont pas saisis, par exemple, de ces données-là. On avait renseigné la contamination des ressources en eau souterraine, la contamination des organismes aquatiques, notamment des poissons. Et c'est vrai que ces données-là s'étaient perdues. Alors là, c'est moi qui me suis perdu. J'ai perdu le fil par rapport à la question initiale. Mais... Est-ce qu'avec les PFAS, donc vous avez été consulté, vous ne l'étiez pas avant, oui, bien vous l'êtes maintenant, et entre les deux, des données sont perdues. Ouais, c'est perdu 3 petits points, à mon avis, elles ne se sont pas perdues ou elles se sont vraiment perdues? J'ai pas les éléments pour répondre à cette question. Mais effectivement, ça questionne la façon dont nous, scientifiques, on communique nos résultats auprès des gestionnaires, auprès du grand public, auprès des politiques. Ça questionne aussi en retour la façon dont les gestionnaires, les politiques s'emparent des connaissances scientifiques. Je pense qu'il y a matière à discussion. Et sur les PFAS, c'est devenu un sujet d'étude.
Bon, on pourrait le décliner pour les pesticides, pour plein d'autres familles, mais sur les PFAS spécifiquement, il y a des chercheurs en sociologie, en sciences politiques qui s'intéressent à ces questions, en particulier sur la région lyonnaise, mais on pourrait le décliner plus largement. Monsieur Hilbert, il y a des scientifiques au comité de bassin quand même. Le savoir vous parvient. Il n'y a pas de perte. Alors, on a un comité scientifique, effectivement. Sur la question, alors moi je suis assez récent dans l'agence de l'eau, je ne peux pas vous dire à quel moment on s'est intéressé au PFAS. C'est de façon générale, le rapport avec les scientifiques. Le rapport avec les scientifiques, oui, nous on s'appuie énormément sur effectivement la connaissance scientifique, notamment pour pouvoir objectiver un certain nombre d'éléments. Typiquement, on a beaucoup travaillé avec l'INRAE sur l'agroécologie et on a des programmes de recherche sur l'agroécologie avec l'INRAE que l'on finance justement pour avoir des données objectives et concrètes et des références pour pouvoir ensuite retourner vers le monde agricole pour expliquer l'intérêt et ce que peut apporter ces pratiques, aussi bien pour l'agriculture en termes économiques, mais également pour nous en termes de réduction de pollution ou de stockage supplémentaire d'eau. Tout à fait. Y a-t-il des questions à ce stade, mesdames, messieurs? Attention, Paola a envie que vous lui posiez une question parce que c'est Paola qui vous amène le micro. Oui, madame, merci. Le micro arrive, je vous demanderai juste de vous présenter. Bonjour. Bonjour à tous, Marie Crouzoulon, Limoges Métropole. Je suis en charge du cycle de l'eau et des espaces naturels. Mettez bien le micro sur le menton. Merci. Donc c'est plutôt une question pour Madame Lapouche qui représente l'association scientifique et technique pour l'eau et l'environnement. Donc justement cette association dont je fais partie également dans le secteur du Limousin Poitou-Charentes permet de faire le lien entre les chercheurs et on va dire les terrains opérationnels. Et pour avoir échangé dans notre section, il est ressorti que pour les territoires les moins urbains, la documentation et la méthode d'élaboration du PGSSE était difficilement accessible pour des services d'eau de taille moyenne. Accessible parce qu'elle est difficile à trouver ou parce qu'elle est difficile à comprendre? Difficile à comprendre et à mettre en place voilà, à l'échelle de, on va dire, d'équipes de gestion qui sont plutôt polyvalentes et qui n'ont pas de spécialistes. Qu'est-ce que vous préconisez dans ce cas-là? Et en tant que conseillère dans ce domaine-là, comment le maître d'ouvrage, l'exploitant, va pouvoir s'approprier suffisamment les choses, le résultat de la première état des lieux hyper poussé, molécule par molécule, et encore, il n'y a pas que les molécules, justement. Comment on peut aller vers une appropriation? Parce qu'en fait, le PGSSE, c'est comme les démarches de certification, etc. Ça n'a intérêt que si on les utilise ensuite au quotidien, quasiment, et pour dérouler et on revient aussi dessus, puisque les risques évoluent. Je pose une autre question, vu que j'étais moi-même, alors je ne suis pas le meilleur des connaisseurs, je ne savais pas qu'il y avait une obligation de faire le PGSSE. Est-ce que tous les élus sont au courant qu'ils doivent le faire? Et effectivement, voilà, c'est pas le tout de savoir le faire, c'est qu'est-ce qu'on fait? Ça paraît compliqué, donc forcément bureau d'études, tant mieux pour vous, mais... la pédagogie a été faite là-dessus, sur le PGSSE? Alors, normalement, oui. Alors, c'est pour ça qu'il y a des groupes de travail de l'AST. Je sais que les ARS aussi, dans leurs plans régionaux de santé, environnement, selon les régions, du coup, ils font la promotion aussi des PGSSE. Donc, certains endroits, je sais que Nouvelle-Aquitaine avait travaillé avec l'OIO pour faire de l'acculturation aux élus aussi, au PRPDE, donc ces fameuses PRPDE. Donc, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même plusieurs niveaux de connaissances, d'informations, de compétences évidemment. C'est une démarche, je suis complètement d'accord avec vous, c'est lourd, en fait c'est lourd parce qu'on se dit mais par quoi on commence quoi? Enfin, comment on fait? Donc c'est pour ça que dans le groupe on avait fait le guide en essayant de décortiquer chaque module en fait
sur une démarche avec des exemples. On a fait un tableau Excel en fait aussi en listant tous les dangers possibles. Il faut savoir que dans le groupe de travail, on est à peu près une vingtaine de personnes, le noyau dur depuis le début. On a commencé ce groupe en 2018 sur les PGSSE, donc avant que la directive ne sorte. Et l'idée dans ce groupe de travail, il y a aussi bien il y a l'ARS, il y a les agences de l'eau, il y a des sociétés privées, il y a des bureaux d'études, il y a FNCCR, il y a l'OIO. L'idée, c'était de représenter tous les acteurs pour qu'on arrive à quelque chose où il y ait la vision de tous, en fait. Donc, il est évident qu'on a essayé de faire ce fameux tableau Excel pour lister au maximum les dangers que des exploitants ou une collectivité pourrait retrouver sur son territoire pour qu'elle n'ait plus qu'à sélectionner un petit peu en disant ouais, ça j'ai pas, pour commencer à constituer quelque chose. Donc c'est comme ça en fait qu'il faut surtout le prendre, c'est pas à pas. On fait la famille ressources et est-ce qu'on a tel ou tel danger ou pas, et c'est comme ça en fait qu'il faut surtout avancer. Et ensuite, le côté connaissance, c'est vrai qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup de personnes, de PRPDE, qui sont soit pas au courant, soit qui n'ont pas envie d'y aller du tout, sauf qu'au bout d'un moment, il va falloir quand même. Et il y en a qui ont ces démarches-là en tête depuis très longtemps, donc il y a ces fameuses certifications. Là, sauf que là, la certification, une ISO, que ce soit 22000, 9001 ou je ne sais quoi, ce sont des démarches volontaires. Donc quand on les met en place, c'est qu'on est convaincu que ça va nous aider en général. Et c'est vrai que là, le PGSSE, quand on est quand même sur une démarche qualité aussi, et c'est vrai que là, c'est obligatoire. Donc quand on n'a pas cette culture aussi de démarche d'amélioration continue, parce qu'on n'a pas eu besoin, on l'a tous malgré tout dans notre quotidien, mais on le pousse pas. En fait, on va forcément, naturellement, quand on voit qu'il y a une pompe qui tombe en panne toutes les semaines, eh ben on va la regarder la cause. Donc en fait, c'est exactement ça, l'analyse des dangers. On va regarder les causes avant que ça arrive, quoi, pour ne pas que ça arrive. Donc mais je suis complètement d'accord, c'est compliqué. Et pour répondre, comment faire, oui, c'est vrai que vous pouvez vous faire accompagner, mais alors, comme vous avez dit, les BE, super pour nous, mais l'objectif, c'est que ce soit la PRPDE, elle est maître de cette démarche. Il ne faut surtout pas laisser la main à des privés, à des BE. C'est à vous que vous fassiez accompagner parce que c'est plus facile pour faire la petite main, on va dire, parce que ça prend du temps. Ça, oui, mais elle n'est pas... c'est à vous, c'est pour vous, quoi. C'est la feuille de route de votre système d'eau potable, pas un document, s'il vous plaît. Pas un document. Y a-t-il d'autres questions, mesdames, messieurs? Oui, madame, le micro va arriver. Bonjour, présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Cécile Laborderie et je suis responsable eau et assainissement en ONG. Laquelle? Donc c'était finalement... Quelle ONG, madame? Quelle ONG? Une ONG néerlandaise, coopération néerlandaise. Eh ben voilà. Donc... En fait, la situation telle que vous la décrivez, en fait, on a des outils qui nous permettent d'identifier les sources de pollution de la goutte d'eau depuis la source. On a un constat que des captages sont soit dégradés, soit fermes. Et on a aussi, d'un autre côté, des territoires, comme vous disiez, en Charente, où il y a des exploitations agricoles, du cognac, etc. Donc on connaît aussi la source de ces dégradations. Donc finalement, on a parlé beaucoup de pédagogie, on comprend les contraintes économiques, mais finalement, au-delà de ça, comment est-ce qu'on trouve une solution? Parce que j'ai l'impression que soit on se tire une balle dans le pied de l'économie, et soit on se tire une balle dans le pied de l'eau, la qualité de l'eau, et on continue à fermer les captages. Donc j'ai l'impression qu'il y a une urgence absolue, mais que finalement, il y a encore beaucoup d'outils qui prennent beaucoup de temps, mais pas de décision politique ferme qui permettrait, comme on l'a dit ce matin, de courir sur le tapis à la même vitesse que l'avancement du tapis, qui serait la dégradation de nos ressources. Madame Roller, je vous ai vu saisir le micro très vite. Non, mais j'ai peut-être quelques éléments, puis je pense que je comprendrai. Donc déjà, pour donner un état des lieux en Nouvelle-Aquitaine sur les territoires qui sont concernés par ces problématiques de pollution au captage,
le premier point un peu encourageant, c'est qu'on commence à voir des résultats en termes de qualité de l'eau quand on arrive à mettre en place des programmes d'action qui sont pertinents. Lesquels ? Donc, c'est des programmes d'action avec des actions qui sont ambitieuses, qui sont, qui sont adaptées au territoire. Donc, déjà, la première étape qui paraît essentielle, c'est de vraiment bien connaître son territoire et la source des pollutions, comme vous l'avez dit, et du coup, de proposer des actions qui sont durables, qui permettent du coup de répondre aussi à ces enjeux économiques. Donc, tout à l'heure, j'ai cité notamment la question des filières, la question aussi du foncier pour certains territoires qui ne sont pas sur des surfaces très importantes, parce qu'on a quand même des aires d'alimentation de captage qui font plusieurs dizaines de milliers d'hectares en Nouvelle-Aquitaine, donc ce n'est pas forcément toujours la même problématique. On commence à avoir des résultats sur ce type de territoire. Sur la question du temps. Vous citez le foncier, ça veut dire quoi ? Ouais. Concrètement, vous faites quoi ? Vous achetez du foncier pour le maîtriser ? Concrètement, ça veut dire que c'est des collectivités qui, alors pas seulement de l'acquisition, mais qui vont être en capacité d'acheter ou de mettre en place des échanges de parcelles entre agriculteurs, notamment pour relocaliser des surfaces compatibles avec la ressource en eau à proximité des captages. Il y a aussi beaucoup d'actions sur les couverts, histoire que du coup les surfaces, pendant les périodes à risque, avec beaucoup de pluie et beaucoup de lixiviation, ne soient pas nues. Voilà, il y a tout un panel d'actions. Vraiment, les actions qui sont portées au sein de ressources sont très diverses. Et il y a quand même un temps qui est nécessaire pour déterminer quelles sont les actions qui sont pertinentes. Et après, sur les conditions, ça veut dire aussi que du coup, il faut effectivement, par rapport aux aspects économiques, être en capacité d'assurer un revenu aux agriculteurs qui sont sur ces territoires-là. Le défi, il est là aussi, aujourd'hui. Ça, je l'entends tout le temps depuis des années. Vous allez me parler des PSE, je suis sûr. Ça, je vais laisser l'agence parler des PSE. Mais les PSE, on l'entend tout le temps. Hein. C'est l'Arlésienne et on n'en fait pas beaucoup finalement. Après, il y a d'autres dispositifs qui existent, type MAEC aussi. Enfin, voilà, on a quand même une panoplie d'outils d'accompagnement qui ne sont pas forcément toujours, j'imagine, aussi performants dans la durée qu'on aimerait. C'est pour ça que ces questions de foncier, ces questions de filière, ces questions de vraiment avoir un changement de système aussi des exploitations, de notre point de vue, il est aussi assez prometteur pour vraiment répondre aux problèmes de fond. Monsieur Hilbert. Oui, pour compléter, donc effectivement, là on a parlé un petit peu de ce qu'on pouvait faire parce qu'il faut quand même scinder ce qu'on appelle pollution diffuse, pollution ponctuelle. Pollution diffuse, c'est effectivement ce qui est relargué par l'ensemble des parcelles agricoles et qui est par définition beaucoup plus compliqué à traiter. C'est ce qui était dit, ces plans d'action à grande échelle qu'on met en place pour accompagner des mutations ou des changements de pratiques agricoles. Donc ça fait partie d'une grosse opération de financement de l'Agence de l'eau. Là où c'est plus facile, c'est quand on est sur des pollutions ponctuelles. Et là, je vais vous faire rêver, parce qu'on a des résultats. Je ne veux pas focaliser sur le bassin de la Charente, mais comme on a aussi des retours d'expérience intéressantes, je vais vous en citer deux. En lien avec l'agriculture, on a fait un gros travail sur Cognac, sur la mise en conformité des chais il y a quelques années, ce qui a permis... Des chais, hein, pas des chais. Des chais viticoles. Ce qui a permis du coup de les mettre tous aux normes et de complètement régler la problématique de pollution organique qu'on pouvait avoir dans les cours d'eau. Donc là c'était facile puisqu'on connaissait les chais, on connaissait les propriétaires et donc on peut faire du porte-à-porte et mettre en place un programme. On en a monté un autre qui est aussi ambitieux avec Audi7 et c'est Audi7 qui le met en œuvre. L'agence de l'eau finance très largement sur la mise aux normes d'un certain nombre de forages agricoles. On s'était rendu compte que certains forages agricoles, parce qu'ils n'étaient pas bien faits, ils n'étaient pas tubés, avaient contaminé la nappe profonde en mettant en relation des nappes superficielles très polluées. Monsieur Labadie est consterné, voilà. Je le vois là. Des nappes superficielles très dégradées avec des nappes profondes qui étaient de meilleure qualité. Donc là, on connaissait effectivement les forages qui posaient problème. Et donc grâce à un programme porté par Audi7 avec le département et l'agence de l'eau, on a réussi à régler la problématique. Les travaux sont en cours et l'ensemble des 110 points de captage de forage qui avaient été identifiés rentrent dans la dynamique. Mais effectivement, là, ça démontre bien qu'une pollution ponctuelle, ça, on arrive à la gérer assez finement. Pollution diffuse, c'est plus compliqué, surtout quand on est sur des aires d'alimentation de captage qui sont pour le coup très très vastes et on a des centaines d'agriculteurs.
Monsieur Minot, en l'occurrence, là, quelle arme vous avez utilisée? Vous avez acheté le foncier, des captages problématiques? Je pense qu'on a un peu tout essayé jusqu'à présent. Alors qu'est-ce qui a marché? On a des programmes, ce qu'on appelle des programmes ressources, sur des captages prioritaires pour certains depuis pas mal de temps. Donc on a essayé dans un premier temps des actions vraiment d'accompagnement agronomique, volontaire, etc. Ça marche un petit peu, mais pas assez. On a fait de l'acquisition foncière de façon assez significative. Donc, il faut cibler autour des points de captage, suivant les écoulements, etc. Ça demande un peu de travail aussi de connaissances hydrogéologiques ou hydrographiques. Ça coûte cher de faire de l'acquisition foncière? Tant que vous êtes bien aidé par l'agence de l'eau, pas tant. D'accord. La question après étant plutôt de savoir qu'est-ce qu'on va... Mais je dirais, sérieusement, Nicolas, tu n'écoutes pas, mais si on n'avait pas d'aide de l'agence de l'eau, je pense qu'on le ferait quand même. Parce que le fait de maîtriser le foncier... Vous n'auriez pas dû le dire. De maîtriser le foncier et de pouvoir dessus vraiment choisir le type d'agriculture qu'on veut y faire, soit de l'agriculture biologique, soit des prairies qui sont avec quasiment très, très, très peu d'intrants. Là, on pense qu'on va avoir des résultats. Donc ça, on le fait. Ça met du temps à s'organiser, mais c'est intéressant. Et la dernière étape, on me l'a dit, maintenant, on met de l'argent pour accompagner des agriculteurs à des changements de pratiques, plutôt des herbages mécaniques plutôt que des herbicides, des cultures bas niveau d'intrants, des pratiques de ce type-là, avec plus ou moins de réussite, mais on a lancé ça depuis 2 ans. Moi, je vais vous faire une confidence. Quand on a commencé à travailler sur nos aides directes, mes équipes ont travaillé là-dessus, je leur ai dit, mais est-ce que, et ça revient peut-être une des questions, c'est est-ce que l'argent d'eau 17, qui n'est que l'argent des factures d'eau, qu'on va mettre là-dedans, en fait, est-ce que c'est à l'usager du service d'eau potable, qui est essentiellement un usager domestique, de payer des agriculteurs? Enfin, c'est pas si simple que ça, quand même, comme question. Qu'est-ce que vous suggérez comme évolution, justement? D'où devrait venir cet Non, argent? mais je pense que... Si, vous avez bien une idée. Je me posais la question de savoir si c'était à l'usager de payer des changements de pratiques agricoles. Je pense que... C'est le pollué qui paye, ce que vous voulez dire. Ouais, un peu quand même, hein, même plus qu'un peu. Et la question qu'on peut se poser, c'est dans les actions qu'on mène sur certains captages en Charente-Maritime ou dans les autres départements, avec l'appui notamment de l'agence et de la région, c'est en fait on est sur des territoires pilotes où on peut essayer de voir ce qu'on fait nous. Mais on ne va pas acheter la Charente-Maritime. On ne va pas verser 100 € de l'hectare sur toute la SAU de la Charente-Maritime. Donc la question de fond, elle n'est pas totalement traitée. Il faut quand même avoir l'honnêteté de le reconnaître. Donc utilisons nos captages prioritaires et nos plans d'action comme étant des démonstrateurs de bonnes pratiques. On accompagne des filières, etc. Mais est-ce que c'est à des ingénieurs agronomes payés par Eau17 de développer des nouvelles filières agricoles? À quoi servent les OPA, la Chambre de l'agriculture, les COP, les stockeurs, les négoces? Enfin, c'est aussi une question. Donc, on agit sur des territoires pilotes, on essaye de faire au mieux, et en face de nous, on a la PAC. Point. On vous a compris, Madame Durostu, effectivement, c'est le pollué-payeur, ce qui semble aberrant. Dans l'article 4 de la loi anti-PFAS, il semblerait qu'il y ait enfin un retour du principe pollueur-payeur. Demain, les émetteurs nets de PFAS seront on pourra leur adresser la facture de la dépollution. C'est une avancée ou c'est juste un juste retour des choses? C'est un peu une avancée et juste retour des choses. Effectivement, c'est intégré avec la loi PFAS de février 2025. Le fait d'intégrer dans la redevance pour les agences de l'eau, donc c'est pas directement prélevé, enfin c'est pas un impôt, c'est vraiment les agences de l'eau qui prélèvent des redevances et qui permettent ensuite de financer un certain nombre d'opérations. Là, avec la loi PFAS, un certain nombre de personnes qui polluent justement la nappe du fait de l'utilisation de ces micropolluants sont amenées à financer et à payer cette redevance. Via quoi? Comme des éco-organismes pour la gestion des déchets? Alors, un peu la même chose?
C'est un peu l'idée. C'est effectivement, c'est pas la même. C'est pas le même mécanisme parce que les éco-organismes, effectivement, ils sont vraiment organisés en éco-organismes. Il y a vraiment quelque chose qui est créé par la loi sur les déchets, etc. Et qui pompe du coup vraiment à la source. Là, c'est vraiment une redevance qu'on paye parce qu'on pollue. Dans les éco-organismes, on est plus sur la REP, on est plus sur, je reviens du coup sur la directive des eaux usées qui justement met en place qui veut mettre en place cette responsabilité élargie du producteur pour les pollueurs aussi donc je reviens sur les industries pharmaceutiques et cosmétiques où là encore une fois on est aussi sur ce principe du pollueur-payeur et sur la mise en place d'une REP qui se rapproche plus effectivement de ce qui existe au niveau des déchets. Je reviendrai sur la DRI 2 après rapidement, mais conservez le micro, Madame Durostu. Maître. Oui, on dit maître. Oui, Madame, ça marche aussi, mais maître, c'est les deux me vont très bien. En termes fonciers, qu'est-ce que le droit dit? On a le droit d'exproprier un agriculteur, on a le droit de... les bails ruraux environnementaux, c'est une arme efficace. Enfin, qu'est-ce que dit le droit à la réglementation là-dessus? La réglementation, c'est déjà effectivement les périmètres de protection autour des points de captage qui permettent de mettre en place des servitudes d'utilité publique. En fait, on n'est pas tellement sur l'expropriation en tant que telle parce que... Elle est possible d'ailleurs? L'expropriation pour une raison environnementale? Ouais. Alors, en fait, on peut mettre en place des DUP. Mais disons qu'il y a des DUP qui existent, mais ça ne va pas être dans cette optique. Ça peut être dans une optique de compensation, par exemple, dans un projet. Et effectivement, il y a des servitudes d'utilité publique qui sont mises en place, notamment autour des points de captage, qui restreignent en fait les usages qui sont possibles autour de ces points de captage et qui permettent, dans une certaine mesure, la protection de la ressource en eau. En fonction du périmètre, de la nature de la ressource, de la sensibilité de la ressource, on va mettre des périmètres de protection rapprochés, éloignés, et des mesures plus ou moins contraignantes seront appliquées sur ces terrains-là. On n'aura pas le droit de mettre en... Parce qu'on parle des agriculteurs, c'est effectivement un sujet, mais ça peut être aussi l'interdiction d'implanter une industrie polluante aux alentours du point de captage. Nous, on a eu comme ça un contentieux d'une entreprise pétrolière qui a été autorisée par un arrêté préfectoral au sein d'un périmètre de captage. La difficulté, c'est que le périmètre de captage en question n'était pas rapproché, mais plutôt éloigné. Et les servitudes et les contraintes qui étaient mises en place dans ce périmètre de protection éloigné n'a pas permis d'empêcher ce nouveau forage d'exister. Donc, évidemment, il y a eu tout plein d'autres enjeux, mais il y avait vraiment cet enjeu de la ressource en eau, qui est de dire il faut qu'on interdise aussi des usages. C'est pas que de l'expropriation, c'est vraiment aussi réglementer l'usage autour des points de captage par des outils juridiques contraignants. Par exemple, le bail rural environnemental, c'est un outil juridique contraignant? C'est pas des choses c'est vraiment quelque chose qui est très très peu mis en place. Madame Roller les met en place. Enfin, pas moi personnellement, mais oui, en tout cas, je vois leur mise en place et je pense que là-dessus, Odysseus pourra aussi témoigner. C'est un outil contraignant dans le sens où les clauses environnementales définissent clairement sur la surface pour laquelle la collectivité est propriétaire les pratiques qui sont autorisées. Après, sur la question justement réglementaire en lien avec la protection des captages, il y a aussi d'autres dispositifs type zone soumise à contraintes environnementales qui commencent à s'articuler avec les contrats ressources qui font partie du programme, où là, l'idée aussi, c'est quand ce sera nécessaire, et puis sur des situations particulièrement compliquées en termes de mobilisation, de pouvoir mettre en place des programmes d'action qui seraient validés par des arrêtés, avec aussi potentiellement des contraintes en termes de pratique pour protéger la ressource. ZSCE, c'est les préfets qui les décident, non? Oui.
C'est ça. Exactement. Ça va, j'ai bien révisé. Je vous oublie pas, hein, Pierre Labadie, vous inquiétez pas, perdez rien pour attendre. Mesdames, messieurs, c'est l'heure des pitchs. J'appelle à la barre Éric Lemoine, ingénieur commercial pour IFTS. Merci de le soutenir dans cette épreuve, au moins celle d'aller jusque la scène. Il y a un micro, prenez un micro auprès de nos amis, vous avez la zapette. On vous écoute. Alors, bonjour à tous. Alors, la zapette marche. Attendez, non. Le principe, c'est le bouton vert. C'est le bouton vert. Ah, voilà. Oui, donc bonjour à tous. Donc, je vais prendre 5 minutes pour vous présenter l'IFTS. Donc, l'IFTS, on est l'Institut de la filtration des techniques séparatives. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, simplement, on est une structure qui est attachée à une grande catégorie qui sont les centres de transfert technologique. Donc, on est une structure interface entre la recherche et l'industrie. Et on cherche à faire à la fois transférer les innovations venant du monde académique vers l'industriel, mais également d'être un point d'entrée aux industriels pour leur apporter un certain nombre de services dans le domaine de la filtration de manière générale, et notamment dans tout ce qui tourne autour du traitement de l'eau. Alors je parle filtration, mais c'est aussi toutes les autres techniques de séparation qu'on va pouvoir trouver dans le traitement de l'eau, depuis la production d'eau potable jusqu'au traitement des eaux usées, des effluents et des boues. Donc nous, ce que l'on fait au niveau de l'IFTS, au niveau du traitement de l'eau, on apporte des services au niveau de la caractérisation des effluents, de l'eau. Donc je vous montrais un petit exemple tout à l'heure sur les méthodes qu'on essaye de développer sur l'identification des microplastiques dans l'eau. On fait aussi bien sûr tout ce qui est sur la partie matériaux filtrants, membranes. Donc là, on essaye de déterminer leurs caractéristiques propres, notamment peut-être pour essayer de différencier une membrane 0,2 microns, 0,45, 0,8. Bon, il paraît que dans le traitement de l'eau, c'est un sujet qui est à la mode en ce moment. Donc voilà, on peut apporter notre pierre à l'édifice sur ces sujets-là. Et après, on aide les industriels et les collectivités à améliorer tous leurs procédés de traitement de l'eau. Donc on a des moyens d'essai chez nous pour faire des essais, des expérimentations. On a notamment à Agen, j'ai mis ici une illustration, un centre d'essai assez particulier, puisqu'en fait à Agen, il y a la particularité d'avoir la station d'eau potable et la station d'épuration qui sont à côté, à 200 mètres l'une de l'autre. Et donc on a construit un centre d'essai au milieu et on a accès aux eaux réelles de ces deux usines pour pouvoir mettre en place des expérimentations. Donc on accueille des innovations qui sont à valider et donc on fait ce service-là au niveau de l'IFTS. Alors juste, comme on parlait qualité de l'eau, donc voilà, j'ai pris l'exemple de ce que l'on est en train de développer sur la caractérisation des microplastiques. Donc on est en train de développer une méthode pour essayer de visualiser, de détecter les microplastiques dans l'eau. Donc on a travaillé avec une molécule colorante et de la fluorescence qui permet, vous voyez des images, de pouvoir identifier ces microplastiques dans l'eau. Donc on a mis ici les exemples, c'était des microbilles de latex qu'on a pu identifier et on voit bien que, voilà, en tout cas, j'ai mis ici. Et puis là, on a des petites vidéos, je ne sais pas si ça va fonctionner. Voilà, donc la première vidéo, en fait, ici, on a de l'eau qu'on a nous-mêmes constituée, chargée en microplastique, et on essaye de la faire filtrer à travers les tubes. C'est des membranes de fibres creuses d'ultrafiltration. Donc là, on est sur le début de l'essai, où on voit que quelques microplastiques qui se mettent à la surface de la membrane. Et puis sur la deuxième vidéo, on est en fin d'essai. Et donc ça nous permet de regarder comment se colmate la membrane par ces microplastiques. Donc ça, c'est des illustrations, mais en fait, on est en train de finaliser le développement de cette méthode pour pouvoir demain, là on a pu identifier de manière visuelle ces microplastiques-là, les quantifier pour déterminer les concentrations, et puis aussi pour essayer de pouvoir les classifier en termes de taille, des concentrations en fonction de leur taille. Donc voilà, c'était un petit exemple par rapport au sujet de la conférence sur la qualité de l'eau, mais on travaille bien sûr sur plein d'autres sujets en lien avec les procédés et les procédés de filtration et de séparation. Merci Monsieur Lemoine. Monsieur Labadie, c'est des techniques que vous connaissez? Non. Non. Je vous ai vu attentif. Oui, ça m'intéresse. Après, je ne travaille pas sur les microplastiques, je ne connaissais pas la technique, mais c'est intéressant. Et vous étiez en train d'imaginer que ces techniques pourraient filtrer les micropolluants, les PFAS?
Celle-là, peut-être, j'ai pas retenu le nom de la technique là, des tubes. Voilà. Alors en fait, là c'était des membranes ultrafiltration. Voilà, donc filtration, ultrafiltration, peut-être pas nécessairement, mais il faut descendre un petit peu plus bas sur la nanofiltration. Bien sûr, l'osmose inverse, mais c'est des solutions. Donc ça, c'est aussi des choses que l'on travaille. On essaye aussi de développer des tests pour qualifier notamment tous les dispositifs de traitement de l'eau à la maison. Donc tout ce qui est carafe filtrante, dispositifs sous évier, avec certains qui revendiquent des systèmes magiques qui traitent tout avec des efficacités formidables. Donc là, on est en train de mettre des protocoles en place pour qualifier ces systèmes-là avec des méthodes pas normalisées en tout cas, mais en tout cas maîtrisées. Pour filtrer les PFAS, par exemple, restons-en là, il faudrait quelle taille de filtre, de pores dans les filtres? Il y a des techniques de type osmose inverse qui sont utilisées, ou absorption sur lit de charbon actif. Donc ça existe? Oui, ça existe. Après, à titre personnel, donc là je ne sais pas si c'est scientifique qui s'exprime, mais je ne suis pas certain que, enfin, je suis vraiment pas en faveur d'un déport en fait du traitement vers l'usager. Parce que je pense que c'est vecteur d'inégalité et je pense que c'est aussi vecteur de risque d'une certaine façon, parce qu'en fait, pour que ces systèmes puissent éventuellement être efficaces, il faut qu'ils soient utilisés de façon extrêmement rigoureuse, avec des changements de membrane, des changements de charbon actif, etc., avec des potentiels relargages de contaminants adsorbés. Une fois que le filtre est plein, oui. Donc je pense que, mon point de vue, et je ne suis pas du tout expert du traitement de l'eau, mais j'imagine que c'est bien mieux pour tout le monde si c'est centralisé en fait, et que c'est géré par des professionnels. Mais pour les PFAS, c'est un sujet extrêmement chaud actuellement. Et il y a de plus en plus d'équipes de recherche qui se saisissent de cette question-là pour proposer des procédés d'élimination et pas simplement des procédés de rétention, ce qu'on va faire avec l'osmose inverse ou le charbon actif, mais réellement d'élimination. Parce que quand on applique ces deux techniques-là, on fait que déplacer le problème. Si derrière, on rejette en fait au milieu les composés qui ont été retenus, donc PFAS, mais quand on met en œuvre ces approches-là, il y a énormément d'autres composés qui vont être retenus, en fait, on génère une source secondaire de contamination. Donc les enjeux, c'est d'aller jusqu'à l'élimination. En les faisant brûler, c'est ça? Pour le charbon actif, ça peut être une option. Pour les rétentats en osmose inverse, ça va plutôt être des approches, par exemple, d'électro-oxydation. Donc il y a un certain nombre de collègues physico-chimistes qui se saisissent de ces questions-là pour essayer de proposer des procédures qui permettent d'aller jusqu'à la minéralisation, c'est-à-dire l'élimination, et pas générer des produits secondaires, des produits de transformation potentiellement plus toxiques que les composés parents, en ayant en tête de développer des procédés les plus vertueux possibles d'un point de vue environnemental. Parce que par exemple, quand vous faites de l'osmose inverse, vous pouvez avoir recours à des PFAS sous forme de polymères. Ce qui pose des questions aussi en termes d'impact. Il n'y a pas de solution miracle. Merci, Monsieur Lemoine. Merci à vous. Merci de l'applaudir, mesdames, messieurs, et d'accueillir Mathias Monneron-Giruy, directeur de la société Ecométrique. Pareil, conservez vos mains l'une contre l'autre dans un mouvement à haute fréquence. Merci. On vous écoute. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc 3 diapos. Alors 3 diapos, vous nous avez demandé, c'est pas sympa, ça fait pas beaucoup 3 diapos. Donc Ecométrique, nous on est ce qu'on appelle une spin-off universitaire. C'est-à-dire qu'en fait on est une entreprise issue des travaux de recherche et nous dans notre cas c'est notamment de l'université de Limoges. Donc maintenant ça fait 4 ans qu'on existe et on est spécialisé dans la métrologie des micropolluants. Donc via une technologie un petit peu particulière qui est l'échantillonnage passif. Donc vous pouvez voir sur les photos en bas à droite, je tiens 2 échantillonneurs passifs dans mes mains. L'idée en fait c'est que ces dispositifs vont être déployés dans les masses d'eau qu'on veut étudier, que ce soit de l'eau usée, de l'eau du milieu naturel, de l'eau potable, de l'eau industrielle, et ils vont être déployés sur des périodes qui vont de quelques jours pour de l'eau usée à plusieurs semaines sur du milieu naturel. Et c'est quoi un échantillonneur passif ? C'est un dispositif où on va avoir une phase fixante où les micropolluants vont venir se fixer sur cette phase. Voilà. Donc en fait, pendant toute la période d'exposition, les micropolluants vont venir se fixer. Nous, après, on récupère ça, on démonte, on analyse et on est capable de dire sur les 15 jours, en moyenne, il y a eu tant de nanogrammes par litre de glyphosate qui sont passés. Donc on va avoir accès aux concentrations moyennes sur la période d'exposition. Ça permet plusieurs choses. Ça permet de préconcentrer en fait
in situ les micropolluants. Et ça, c'est pratique sur les PFAS. Notamment, on a des limites de quantification aujourd'hui qui sont relativement élevées, qui plus est sur des matrices eau usée. Donc, on voit beaucoup plus de molécules. Et on a aussi le fait qu'il va y avoir une intégration temporelle. Si je le laisse pendant 15 jours, c'est-à-dire que je vais avoir une image globale de 15 jours sur ma masse d'eau. Donc, je ne vais pas passer à côté d'une molécule qui est passée le mardi, alors que moi, mon prélèvement, je l'ai fait le lundi. Donc, on a une image qui est quand même de très bonne qualité. Alors derrière, ça, c'est notre techno particulière. Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'on se positionne sur un peu l'intégralité de la chaîne des études micropolluants. C'est-à-dire qu'on va aussi aider les collectivités à faire le point sur leur territoire. C'est-à-dire qu'on va travailler avec eux sur les pressions, que ce soit les industries, l'agriculture, et derrière faire le lien avec les données de qualité d'eau, que ce soit leurs données internes, les données NAIAD de l'agence de l'eau, les données ADES, pour se dire, OK, vous avez des pressions, est-ce qu'on le voit en termes d'impact sur la qualité derrière, et quelle stratégie à mettre en place dans le futur. Pas forcément que de la métrologie passant par nous, mais ça peut être aussi, par exemple, aller étudier les zones d'érosion maximale où on voit qu'on a un lessivage des sols maximal. Donc on fait juste des préconisations derrière. Donc ça, c'est notre savoir-faire. On va demander un petit retour d'expérience. Alors là, je vais parler sous le couvert de Limoges Métropole. Un gros projet qu'on a aujourd'hui, ça va être le diagnostic amont de Limoges Métropole. C'est-à-dire que Limoges Métropole a fait des campagnes RSDE pour voir les molécules significatives qui ressortent des stations d'épuration. Ils ont fait les premières démarches d'un diagnostic amont, de se dire, OK, voilà, j'ai ces molécules qui ressortent, je vais aller voir les industriels. Quel industriel va pouvoir rejeter quelle molécule? Et là, on est sur une étude qui est vraiment a priori, c'est de se dire, OK, ce type d'industrie peut rejeter ce type de molécules. Et en fait, cette démarche, aujourd'hui, elle n'est pas forcément suffisante parce que beaucoup d'industries peuvent rejeter les mêmes molécules. Donc la stratégie, ça a été un peu de copier ce qui a été fait à Bordeaux sur le projet Regard et de se dire, OK, on va aller échantillonner directement des bassins de collecte. Donc on va aller dans les réseaux d'eau usée, cibler des bassins typiques, des bassins industriels, des bassins urbains, des bassins hospitaliers et de voir les signatures spécifiques en termes de micropolluants de ces bassins-là. Et l'idée, ça a été de se dire, on va essayer de coupler avec l'échantillonnage passif, quand c'est possible, parce que ce n'est pas tout le temps possible. Et ce qu'on ne peut pas faire, on le fait en ponctuel. Donc là, il y a 3 campagnes de prélèvement qui sont prévues. On a fait la première. On a déjà des signatures très spécifiques de certaines typologies d'occupation. On voit que certaines zones industrielles vont rejeter ce type de PFAS, ce type de métaux. On voit que les zones hospitalières rejettent des molécules aussi particulières. Le tout pour se dire, à la fin de ces 3 campagnes, OK, maintenant, on connaît nos industries, on connaît vraiment quelle molécule ressort. On va aussi faire des campagnes où les industriels sont fermés, histoire de se dire, est-ce que c'est réellement les industriels qui vont rejeter ça? Voilà un peu toute la démarche sur ce gros projet initié par Limoges Métropole. Et enfin, en perspective, donc là, je pense que ça va parler à M. Labadie. Il en a marre qu'on lui parle des PFAS. Oui, il n'en peut plus. L'idée, c'est de se dire, OK, les PFAS, comme vous l'avez présenté, il y en a des milliers. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité d'analyser ces milliers de PFAS. Ce n'est pas possible. Donc l'idée, c'est de se dire, OK, les PFAS, il y en a des milliers, c'est des molécules beaucoup plus complexes. Donc on va essayer de venir casser ces molécules via de l'oxydation pour retomber sur des molécules qu'on est capable d'analyser, sur un pool de molécules qu'on est capable d'analyser. Alors vous allez me dire pourquoi? En fait, ça va nous permettre après de définir ce qu'on pourrait appeler un indice PFAS, de se dire en PFAS totaux circulants, on a cette quantité-là. Ça ne sera pas quantitatif, on ne pourra pas dire ce PFAS j'en avais tant, mais par contre en somme de PFAS, j'avais tout ça. Et l'idée c'est de coupler à la fois cette méthode où on va oxyder ces milliers de PFAS en une famille beaucoup plus petite de PFAS qu'on peut analyser, avec l'échantillonnage passif qui va, lui, concentrer in situ et intégrer un petit peu temporellement les flux de PFAS. Et donc, on est au tout début de cette exploration. On pourra peut-être en discuter un peu plus après. Voilà. En fait, il y avait 4 diapos. Hein. Oui, 4, 3, bon. L'intro, ça compte pas. Pierre Labadie. Oui, c'est intéressant comme démarche. Ça rejoint des questionnements qu'on retrouve de façon récurrente dans la communauté. Et effectivement, il y a un enjeu très fort à caractériser la contamination PFAS. On utilise souvent l'image d'un iceberg. Et nous, on travaille sur la partie émergée avec des listes ciblées. Là, il y a 177 molécules qui étaient ciblées. C'était au-delà des PFAS, mais on travaille souvent avec des approches a priori. On définit des listes de composés prioritaires. On développe des méthodes quantitatives appropriées. Là, il y a une méthode indiciaire, indirecte, qui permet d'estimer la taille de la partie émergée de l'iceberg.
Il y a d'autres approches dites non ciblées qui permettent d'essayer d'avoir une information à l'échelle moléculaire, mais ça rejoint des questionnements plus généraux autour de la caractérisation. Voilà, là on cible 177 molécules. C'est pas une caractérisation, c'est une caractérisation qui est large déjà, hein, mais c'est pas une caractérisation exhaustive. Et ça, c'est un peu un vœu pieux. On développe des approches qui essayent d'accéder à ce graal d'une caractérisation exhaustive. Bon voilà, c'est laborieux, quoi. C'est très chronophage et on n'en est pas encore là, mais on va vers ça. Monsieur Monon-Giroux. Et si oui, je suis sur cette approche un peu exhaustive, c'est vrai qu'on travaille aussi sur le couplage du non ciblé et de l'échantillonnage passif, mais aujourd'hui en analyse, c'est ce qu'on pourrait être non ciblé, où en fait on essaie de voir sans a priori. Aujourd'hui, c'est extrêmement complexe. Hein. On va avoir des signatures, on sera capable de dire, ben voilà, cette zone, on a une signature beaucoup plus forte que celle-là, mais derrière, c'est... on le vend beaucoup sur voilà, vous allez tout voir. Non, on ne pourra pas tout voir. Et l'interprétation qu'il y a à faire derrière, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail là-dessus. On ne pourra pas tout voir, mais on aura la signature moléculaire de famille de molécules. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Comme on peut l'avoir dans le métabolisme, signature métabolique d'un stress lié à l'ingestion de molécules toxiques. Monsieur Minot, je vous ai vu intéressé. Bah oui, c'est très intéressant, merci. Je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, une des problématiques, ça va être d'apprécier, enfin, je ne suis pas expert, hein, mais d'apprécier justement les panels des molécules pour pouvoir remonter à la source. Et, en fait, sinon, on est devant un mur, on se dit, on va jamais arriver à gravir cette montagne, quoi. Et donc c'est perdu d'avance. Et comme c'est perdu d'avance, il n'y a qu'à mettre de l'osmose inverse basse pression et on va régler le problème de l'eau au robinet. Donc c'est intéressant de toutes les techniques, celles-ci, des techniques de biocontrôle qui permettent de recaractériser un petit peu l'état de l'eau brute sont forcément très intéressantes et sont à mon avis les solutions d'avenir pour bien travailler. Monsieur Hilbert, je sens que vous avez envie de conclure. Enfin, de conclure la table ronde. De conclure avec quelque chose qui est engageant, qui est motivant. Qui nous fasse rêver, comme vous nous avez fait rêver. Je ne vous ferai pas rêver, je ne vous dirai pas qu'on va régler le problème. Non, le sujet, on l'a bien vu aujourd'hui, et ça a été un petit peu abordé, c'est la limite du volontaire. Tous les programmes qu'on a présentés aujourd'hui, c'est des programmes volontaires. Qui dit volontaire dit qu'il faut que les gens veuillent adhérer au programme et s'engager dans les changements de pratique. Or, les changements de pratique, et notamment agricoles, ce n'est pas qu'une question technique ou de conseil ou d'accompagnement technique. Il y a des freins psychologiques, des freins sociologiques. C'est beaucoup plus compliqué. Il faudrait presque appliquer comme une conduite du changement, comme en management, mais une conduite du changement des pratiques. Et comme ça a été dit, l'agriculteur, c'est sa rémunération. Donc changer ses pratiques, ça veut dire une prise de risque. C'est comme si on vous disait, vous allez changer votre pratique d'animation, mais peut-être qu'à la fin de l'année, vous gagnerez 2 fois moins. Et là, on se dit, peut-être que je ne vais peut-être pas m'engager dans le changement de pratique tout de suite. Donc c'est comment on arrive à finalement sécuriser ce changement de pratique sur les agriculteurs et comment on arrive derrière à les embarquer. Donc là, on est sur du volontaire et il y a un moment, et on en a parlé, on devra passer sur certains territoires où on n'arrive pas à embarquer les gens et où il n'y a pas de volonté de s'embarquer, de passer sur du réglementaire. Et donc là, c'est à l'État, dans certains territoires, qui devra mettre en place des programmes. Ça a déjà été fait en Bretagne sur les nitrates. Quand l'État a été condamné par l'Europe, qu'est-ce qui s'est passé ? On a mis des programmes réglementaires pour régler le problème. Donc, nous, on pense que ça serait un aveu d'échec d'en arriver là, parce que ça veut dire qu'on n'a pas réussi à faire adhérer les territoires à la problématique et à les engager avec nous sur des changements dans un objectif quand même qui est, et on l'a rappelé, qui est de préserver des points de captage pour l'eau potable derrière. C'est quand même quelque chose, un enjeu majeur sur les territoires. Donc il y a des territoires où on sera peut-être demain à l'obligation. Ça commence. On a des préfets qui commencent à s'interroger, qui commencent à mettre des programmes qui deviendront réglementaires dans 1 ou 2 ans sur des territoires. Le fait que ça commence à se faire sur le terrain, nous, ça va nous aider aussi parce que pendant longtemps, on a dit au monde agricole, attention, si vous adhérez pas suffisamment, on passera sur du réglementaire. Ça fait 20 ans qu'on le dit. Donc effectivement, ils disent... causer toujours. Maintenant, on est attention sur tel territoire-là, parce qu'ils n'ont pas avancé, parce qu'il n'y a pas eu d'engagement et que la qualité a continué de se dégrader, l'État a mis des programmes réglementaires. Donc demain, ça peut vous arriver. Vous êtes rassuré, Pierre ?
Bah oui, je trouve que c'est une bonne conclusion. Ouais, Eh ben on voilà. va partir sur un message plus positif. Ah, voilà, vous êtes rassurés, mesdames, messieurs? Oui. Merci à tous, merci à toutes. Vous pouvez reprendre une vie normale. Rendez-vous demain 9h30. On parlera nouvelle entre guillemets technologie et eau et qualité de l'eau. Merci. 3, 2, 1.